Bonjour Dominique Moisy. Bonjour. Après plus de 15 mois de guerre, un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas aurait dû intervenir il y a 1 heure maintenant, mais le Hamas n'a toujours pas publié la liste des otages libérables pour des raisons techniques, dit-il, comme le réclamait Israël. Ça veut dire quoi ? Bon, c'est terrible pour les populations civiles qui vont continuer à souffrir encore un peu, mais je pense que c'est un simple détail. Il s'agit pour le Hamas de montrer que, en fait, il existe toujours, puisqu'il peut continuer à faire chanter, entre guillemets, Israël. Donc le message c'est, vous avez dit que votre but, c'est de nous éradiquer, eh bien regardez, nous existons toujours, puisque nous pouvons retarder l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Mais les victimes essentielles, ce sont les populations de Gaza. Si ce cessez-le-feu n'était pas remis en cause, on va voir ça dans les heures qui viennent, qu'est-ce qui aura été décisif ? Alors, je crois le passage du temps, l'épuisement des parties, l'évolution de l'équilibre des forces sur le terrain global, au profit d'Israël et au détriment de l'Iran et de ses alliés, et au bout du compte, troisième facteur décisif, Trump, qui bénéficie de cette double évolution et arrive au bon moment avec le ton qu'il convient. Sur les problèmes techniques rencontrés par le Hamas, l'ambassadeur d'Israël en France estime lui que ça n'existe pas, que c'est faux, que tout ça est inventé. Est-ce qu'il faut y croire ? Je crois les problèmes techniques, c'est Israël a demandé la liste des noms des otages qui seraient libérés. Le Hamas ne fournit pas cette liste pour les raisons, je crois, que je viens de mentionner. Mais est-ce que ça veut dire que le Hamas a l'intention de continuer la guerre ? Selon vous, c'est ce que dit l'ambassadeur d'Israël en France. Le Hamas a l'intention de dire à la face du monde, je continue d'exister. Maintenant, est-ce que une guerre comme elle a eu lieu depuis 15 mois peut reprendre ? C'est ce que vient de dire hier, avec force, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. C'est envisageable. Je ne crois pas qu'on va revenir à la situation dans laquelle on était. Ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas le début d'un processus de paix. Pas du tout. Ce n'est pas du tout la fin du conflit, mais c'est la fin de cette étape de la guerre. Cet accord, encore une fois, s'il est confirmé, s'il a lieu, prévoit 3 phases. Dans la première, il y a la libération de 33 otages israéliens. En échange, Israël va relâcher 737 prisonniers palestiniens. Que disent ces chiffres concernant le rapport de force ? Pour vous, est-ce que c'est un accord juste, équilibré pour chaque camp, ou est-ce qu'il y a au contraire un gagnant ? Non, je crois que ce qui est compliqué dans cette question, c'est le décalage entre le nombre des Israéliens et celui des Palestiniens. Mais rappelez-vous, le soldat Gilad Shalit avait été libéré il y a quelques années contre la libération de 1000 Palestiniens. Donc le rapport de force a changé. Là, il y a moins de Palestiniens, si je puis dire, en échange d'un otage israélien. Est-ce que ça veut dire que cet accord, il est plus favorable à Israël ? Oui, mais on est dans une situation complètement différente. Le nombre d'otages israéliens était au départ de 250. Ce n'était pas un, comme dans le cas de Gilad Shalit. Non, je crois qu'il y a cette dimension émotionnellement importante. Il faut beaucoup de Palestiniens pour faire un seul Israélien. Mais je reviens quand même juste à ma question. Pour vous, il y a pas de gagnant, c'est un accord équilibré, ou quand même Israël, en l'occurrence, tire son épingle du jeu ? Les deux. Je pense que pour Israël, cet accord est une amère victoire. Amère parce que ils doivent mettre fin au combat,
président Trump leur a tordu le bras, alors que l'objectif principal n'a pas été complètement atteint. C'est-à-dire que le Hamas est très affaibli, diminué militairement, ne jouera plus le rôle qu'il a joué précédemment, mais il existe toujours. Et pour terminer sur ces prisonniers, Dominique Moisy, les Israéliens ne relâchent pas ceux qui ont été faits prisonniers lors du massacre du 7 octobre, ni Marwan Barghouti, un des meneurs de la première et de la deuxième intifada. Ça veut dire quoi, qu'il n'y a pas de confiance, que Israël veut finalement garder un moyen de pression ? Oui. C'est une litote de dire qu'il n'y a pas de confiance entre les deux parties. Il y a un manque absolu de confiance. Le Hamas souhaite éliminer Israël comme État et Israël souhaite éliminer le Hamas comme organisation. Donc il n'y a pas effectivement de confiance entre les deux parties. Outre libération d'otages, l'accord prévoit aussi un retrait israélien des zones densément peuplées, mais Israël ne se retire pas intégralement de la bande de Gaza, en dépit de ce que revendiquait le Hamas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Hamas a dû revoir aussi ses exigences à la baisse sur ce point-là ? Tout à fait. Tout à fait. Mais ça veut dire que le rapport de force a changé du fait de la guerre, mais je crois aussi du fait des pressions de Donald Trump, qui a promis l'enfer au Hamas s'il ne signait pas cet accord, et l'Iran n'est plus derrière le Hamas comme il l'était le 8 octobre. Sur Donald Trump, c'est vrai qu'en mai dernier, Joe Biden avait mis sur la table finalement le même accord, c'était le même texte. Benjamin Netanyahou, à l'époque, l'avait rejeté. Est-ce que ça veut dire que, ce que vous semblez dire, que c'est Donald Trump qui a joué un rôle clé dans l'issue finale, ou est-ce que c'est aussi l'équation politique de Benjamin Netanyahou qui a changé depuis ? Non, je crois que la dimension de Donald Trump a été essentielle. C'était plus facile pour Netanyahou de dire non à Biden que de dire non à Trump. Parce que dire non à Trump, c'est dire non à un homme qui, dans l'esprit de Netanyahou, partage ses priorités, a la même vision de l'Iran et de la dangerosité des installations nucléaires iraniennes. Et donc l'idée, je fais un compromis sur Gaza parce que j'espère qu'il va me soutenir demain sur l'Iran et peut-être en réalité sur une question encore plus importante, c'est-à-dire l'annexation. Ne masquons pas les mots de la Cisjordanie. Et donc c'est ça, me semble-t-il, la priorité des priorités de Netanyahou. Alors, il s'agit pour lui de trouver un compromis entre les pressions internes de son extrême droite la plus dure et les pressions de Trump. Il espère l'avoir trouvé. Dominique Moisy, la Cisjordanie, justement, l'état des forces du Hamas après ces 15 mois de guerre. On y revient dans quelques instants avec vous pour ce 8h30. Après le fil info à 8h42 avec Marie Maheu. Aux États-Unis, il est désormais impossible de faire défiler les vidéos de TikTok. L'application est interdite depuis ce matin sur le sol américain. Mais dans le message qui s'affiche à l'ouverture, il est précisé que Donald Trump travaillera à une solution une fois à la Maison-Blanche. Il est investi demain au Capitole. Les attaques israéliennes continuent dans la bande de Gaza. Elles ont fait au moins 8 morts. Toujours pas de trêve en vue. Elles devaient débuter ce matin, il y a plus d'une heure. Mais le Hamas n'a pas transmis les noms des otages qui doivent être libérés cet après-midi. L'État hébreu n'autorisera pas le cessez-le-feu sans cette liste. En Martinique, un homme est mort des suites d'une méningite bactérienne, confirme l'Agence régionale de santé. Des mesures pour éviter tout risque de propagation sont en place, notamment pour retrouver les personnes en contact proche avec le malade. En Ligue 1 de football, le PSG l'a emporté sur Lens hier 2-1. Brest a battu Rennes sur le même score. Lyon et Toulouse se sont neutralisés. 4 matchs à suivre aujourd'hui, notamment Marseille-Strasbourg. Coup d'envoi 20h45. France Info. Le 8h30 France Info, Alix Bouillaguet, Benjamin Fontaine.
Nous retrouvons Dominique Moïsi, géopolitologue, conseiller spécial de l'Institut Montaigne. Le Hamas sort de ce conflit considérablement affaibli, mais est-il anéanti pour autant? C'était l'objectif décrété par Benyamin Netanyahou. Oui, mais c'était un objectif inatteignable. L'expression, le mot qui a été choisi, éradication, ne pouvait pas être atteint. Pourquoi l'avoir fixé alors ? C'est sans doute d'abord la conséquence du 7 octobre. Il fallait des mots forts. Il fallait des mots forts. Imaginez, revenez à cette date, le choc terrible. Israël a le sentiment de sa supériorité éclatante et soudain, victime de son hubris, il est surpris. Et on fait face au plus grand pogrom qu'ait connu le peuple juif depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. 1200 victimes d'un coup, une barbarie terrible, et 250 Israéliens pris en otage. Donc, pas d'éradication, ça veut dire qu'on sait ce qu'il reste aujourd'hui du Hamas. On évoque aujourd'hui ces problèmes techniques, peut-être de communication, ça peut en dire quelque chose. Oui. Alors là, il y a deux thèses, si j'ose dire, et on verra avec le temps laquelle est la plus juste. Il y a ceux qui mettent l'accent sur l'affaiblissement considérable du Hamas. Il n'a plus les moyens de prendre l'initiative, comme c'était le cas précédemment. Il existe, il survit, mais ce n'est plus l'acteur qu'il était. Et puis, à l'inverse, il y a ceux, et je citerai Anthony Blinken, le secrétaire d'État sortant de l'administration Biden, qui vient récemment de déclarer dans une de ses dernières conférences de presse que, en réalité, la guerre de Gaza avait créé autant de combattants au sein du Hamas qu'Israël n'en avait détruit. Dominique Moïsi, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire, on va rentrer dans le concret, que le Hamas a encore des capacités militaires? Est-ce qu'il pourrait, par exemple, refaire demain à nouveau 7 octobre? Non. Mais il existe encore. C'est toute la question. Il y a le soutien de la population, malgré près de 47 000 morts à Gaza, 70% des bâtiments détruits. Il peut encore administrer Gaza? C'est toute la question. Le peut-il techniquement? Le peut-il politiquement? Le Hamas a montré à quel point il se souciait peu de la vie des Gazaouis. Il les a utilisés comme des boucliers humains. Il a systématiquement cherché à mettre ses postes de commandement dans des lieux qui étaient des écoles, des hôpitaux, etc. Donc il a fait la démonstration éclatante du fait qu'il ne se souciait pas. Mais les Gazaouis continuent de le soutenir ou pas? Alors, les Gazaouis sont pris entre l'enclume et la charrue. L'idée, c'est que ils savent que le Hamas est responsable de tout ce qui leur est arrivé. Il y a un moment, cette formule qui m'a frappé, qui est terriblement déstabilisante. Tout se passe comme si pour libérer 3000 Palestiniens, ça va être le résultat, au bout du compte, des otages, de la libération des otages israéliens. Tout se passe comme si pour libérer 3000 Palestiniens, le Hamas avait délibérément choisi d'en sacrifier 47 000. Et c'est ça. Alors maintenant, l'autre revers de la question, c'est mais qui peut, en dehors du Hamas, est-ce que l'autorité palestinienne peut revenir dans le jeu? De Mahmoud Abbas. On sait qu'elle s'est déployée à Jénine et qu'elle lutte contre des mouvements palestiniens radicaux, notamment le Hamas. Est-ce que c'est pour dire à Donald Trump, regardez, on revient dans le jeu? Alors, je crois que c'était le calcul de Biden,
consistait à dire demain, il faut aller vers un État palestinien, cet État palestinien dominé par une autorité palestinienne complètement réformée sera responsable. C'est pas le cas, zéro réforme, pas d'élection. Sera responsable et de la Cisjordanie et de Gaza. C'est effectivement le scénario le plus raisonnable, le plus modéré, mais est-il réaliste Est-il légitime auprès des Palestiniens ? Oui, mais quel autre ? Au fond, c'est là. Il y a un scénario de l'extrême droite israélienne. C'est nous qui allons être responsables de Gaza. La plus grande erreur, ça a été le retrait de Sharon de Gaza. Donc, alors ensuite, il y a les Nations Unies. Est-ce que les Nations Unies, avec l'aide de contingents venus essentiellement de pays arabes, ça, c'est effectivement, c'est l'hypothèse du secrétaire d'État américain Tony Blinken qui dit qu'il faudrait qu'il y ait une administration de l'ONU. Oui. C'est crédible ? Aujourd'hui, non. Mais y a-t-il une autre alternative ? Le problème, c'est à un moment donné, ça va être quelle est la moins pire des alternatives. Mais là, aujourd'hui, Benyamin Netanyahou, il négocie avec le Hamas. Donc, non seulement il n'a pas anéanti le Hamas, mais en plus, il négocie avec lui. Donc, c'est quelque part lui donner un label. Oui. Mais au jour d'aujourd'hui... Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Alors, demain, et c'est tout le calcul, il faudra trouver des alternatives au Hamas. Et donc remettre l'autorité palestinienne dans le jeu, notamment, par exemple, pour la distribution. Il y a un volet humanitaire dans cet accord pour que le Hamas n'ait pas le monopole seul de la distribution de l'aide. Oui. C'est aussi le souhait de l'Europe, par ailleurs. Tout à fait. Mais le problème, c'est quelle autorité palestinienne ? Est-ce que dans les semaines, les mois qui viennent, on a la possibilité de recréer une autorité palestinienne crédible, légitime, non corrompue, efficace. Mahmoud Abbas, je crois que pour le coup, il sortira de l'histoire. Dominique Moïsi, vous restez avec nous pour la suite de cette interview. On se retrouve juste après le Fil Info avec Marie Maheu à 8h50 sur France Info. L'entrée en vigueur de la trêve à Gaza retardée de plus d'1 heure maintenant et de nouvelles frappes de l'armée israélienne qui font au moins 8 morts selon la défense civile. Le Hamas n'a pas transmis les noms des 3 otages dont la libération est prévue cet après-midi. À l'instant, l'un de ses hauts responsables assure qu'Israël va recevoir cette liste incessamment. Immigration, environnement, encore commerce international. Donald Trump promet un nombre record de décrets présidentiels immédiatement après son investiture. Il devient demain le 47e président des États-Unis. Prestation de serment prévue à 18h, heure française. C'est un texte qui entend limiter les vols, les agressions ou encore le harcèlement sexuel dans les transports. Une proposition de loi arrivera à l'Assemblée juste après le vote du budget. Elle prévoit entre autres la généralisation des caméras mobiles et des interdictions d'entrée en gare. Et puis mission accomplie pour les handballeurs français. 3 victoires en 3 matchs dans ce tour préliminaire du mondial en Croatie. Les Bleus ont battu l'Autriche hier 35-27. France Info. Le 8-30 France Info, Alix Bouillaguet, Benjamin Fontaine. Nous sommes toujours avec Dominique Moïsi, géopolitologue, conseiller spécial de l'Institut Montaigne. On parlait en début d'entretien du rôle clé de Donald Trump. Donald Trump, comme Benyamin Netanyahou, se focalise sur l'avancée du programme nucléaire iranien. Il a répété durant sa campagne que l'Iran n'aura pas la bombe atomique. Est-ce que c'est le signe qu'on est aussi avec cet accord à la veille d'une guerre qui pourrait être ouverte entre Israël et l'Iran ? C'est un scénario qu'on ne peut pas exclure. Ça n'est pas, me semble-t-il, le scénario le plus probable. Je ne crois pas que le Moyen-Orient soit la priorité de Donald Trump. Pour lui, c'est une distraction, comme peut l'être la guerre en Ukraine. L'Iran, c'est une distraction pour Donald Trump ? Alors, entendons-nous. C'est un sujet important, mais le sujet important à l'intérieur, dans l'immédiat, pour Donald Trump, là où il veut faire la différence, c'est la question de l'immigration. Sur le plan extérieur, il l'a toujours dit, la priorité des priorités, c'est sa relation avec la Chine, le seul rival
possible de l'Amérique. Il souhaiterait, idéalement, que le Moyen-Orient ne soit plus de la responsabilité principale des États-Unis. Et sur ce plan-là, il y a une continuité surprenante entre Barack Obama et Donald Trump. Il y a cette idée vague que l'Amérique devrait pouvoir se reposer sur 2 piliers régionaux de sa sécurité, que seraient ensemble Israël d'un côté, l'Arabie saoudite de l'autre. Et c'est pour ça que dans son esprit, la reconnaissance d'Israël par l'Arabie saoudite est un point très important. Il repart des accords d'Abraham et il l'élargit à l'Arabie saoudite, tout en étant, je pense, conscient du fait que les Saoudiens ont dit très clairement que jamais ils ne rejoindraient cet accord tant que les Israéliens n'auraient pas reconnu un État palestinien à côté d'eux. Donc on est là. Alors bien entendu, Trump considère que parmi les distractions, entre guillemets, la plus importante, c'est la question iranienne. Mais ce n'est pas une priorité stratégique pour lui. Il l'a dit, l'Amérique d'abord. Or, l'Amérique d'abord, ça suppose l'immigration à l'intérieur, la Chine à l'extérieur. Mais est-ce qu'il osera, selon vous, franchir le pas de donner son feu vert à Benyamin Netanyahou pour frapper les installations nucléaires iraniennes? Pour l'instant, Joe Biden s'y est toujours refusé. Oui. Alors, le problème, c'est qu'il ne devrait pas seulement donner son feu vert. Il devrait donner à Israël les bombes hyperpuissantes que seule possède l'Amérique et qui seules peuvent détruire réellement les installations nucléaires iraniennes. Oui, parce qu'il faut préciser qu'elles sont enfouies très profondément dans le sol, donc il faut un équipement, si je puis dire, spécifique, voilà, pour pouvoir les atteindre. Absolument. Et c'est une des grandes interrogations. Est-ce que Trump, au début de sa présidence, voudra prendre ce risque? D'une certaine manière, c'est l'espoir de Netanyahou. C'est une des raisons pour lesquelles Netanyahou a cédé aux pressions de Trump sur la question de Gaza. Mais il peut être déçu. Il peut se trouver face à un homme qui lui dit « Bah oui, tu pensais que j'étais de ton côté, mais en réalité, je suis du côté de Trump. Je suis du côté de l'Amérique. Tu ne m'intéresses pas à ce point. Je peux changer d'avis. » Est-ce que, alors là, je vais vous demander de faire de la psychologie, mais est-ce que Benyamin Netanyahou craint Donald Trump ? Et est-ce que c'est aussi ça, cette crainte qu'il inspire, qui peut faire avancer des dossiers? Je pense également à Vladimir Poutine vis-à-vis de l'Ukraine. Alors, je crois que tout le monde craint l'imprévisibilité absolue de Donald Trump. Au fond, et c'est sa force, et il en joue avec un certain talent, il vous regarde dans les yeux et il vous dit « Attention, je suis capable de faire n'importe quoi, y compris l'inverse de ce que tu jugerais comme rationnel. » Et il dit « Je suis à la tête de l'État le plus puissant du monde, de la puissance militaire la plus grande, de l'économie la plus forte, et je réveille tout ça, et vous allez voir ce que vous allez voir, ce sera la paix par la force. » Il reprend bizarrement le message qui était celui de Ronald Reagan il y a 45 ans. Et il l'a encore dit cette nuit dans une interview à NBC News en disant que si l'accord n'était pas respecté entre Israël et la Palestine, ce serait la fureur, le feu qui pourrait arriver sur cette zone. Un dernier mot sur ce cessez-le-feu, puisqu'on est un peu suspendu à ce qui se passe en ce moment. On voit bien que c'est un processus, que c'est pas un traité de paix, et que finalement chaque phase est tributaire de la précédente, donc fragile. Benyamin Netanyahou a déjà prévenu, hier soir notamment, qu'Israël se garde le droit de reprendre la guerre si besoin. Ça peut donc capoter, se bloquer à tout moment? Oui, non, incontestablement, un cessez-le-feu n'est pas un traité de paix. Un cessez-le-feu ne met pas la fin au conflit. Moyennant quoi, repartir de zéro, comme s'il n'y avait pas eu ces pressions américaines, c'est compliqué pour Netanyahou.
Donc je crois qu'on est quand même à la veille, c'est une question d'heures, d'un cessez-le-feu qui va prendre effet. Et dans son message, Netanyahou ciblait tout à la fois son extrême droite intérieure. Je sais que ce cessez-le-feu n'est pas satisfaisant, ni pour vous, mais pas pour moi non plus. Mais ne vous inquiétez pas, je prends en ligne de compte avant tout la sécurité d'Israël. Et en même temps, pour reprendre cette formule à la mode depuis quelques années, il se tourne vers Trump et lui dit « Je vais suivre tes conseils ». Et on suivra justement l'intervention ou pas de Trump dans les prochaines heures sur ce cessez-le-feu entre Israël et le Hamas qui pour l'instant n'a pas eu lieu. Il était attendu, on le rappelle, à 7h30. Merci beaucoup Dominique Moisy d'avoir été l'invité à 8h30. Je rappelle, je signale votre livre Le Triomphe des émotions, la géopolitique entre peur, colère et espoir aux éditions Robert Laffont. Merci Alix Bouillaguet, bonne journée. L'info continue sur France Info.